C'est une bien longue histoire, hein. Les greffes, elles existent depuis l'Antiquité, puisque les Égyptiens avaient mis au point les greffes des plantes. Et puis tout au long de l'histoire, il y a eu des tentatives. Enfin, en réalité, hein, les premières greffes concernant l'homme, sérieuses, ont été faites à la fin du siècle dernier. C'était des greffes de peau. Des greffes de peau qui se faisaient d'une partie du corps sur une autre partie du corps. Et puis ensuite, il y a eu un grand moment qui s'est dessiné avec les travaux de Carrel. Carrel est un type prodigieux qui, alors qu'il était jeune interne à Lyon au début du siècle, a mis au point des techniques de suture vasculaire. Ces sutures, il les a conçues dans l'intention de réaliser des transplantations d'organes, déjà à l'époque. Bien, il a poursuivi ses travaux et au retour des États-Unis, un peu avant la guerre de 14, il a fait des transplantations sur les chiens. Il a réussi, par exemple, une expérience assez prodigieuse qui consistait à échanger chez un chien noir et un chien blanc leurs pattes. Ces greffes ont pris, mais on ne sait pas combien de temps. Toujours est-il que ça a quand même marché. Puis surtout, il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a réussi à faire une greffe sur un animal qui avait été néphrectomisé des deux côtés. On lui avait enlevé les deux reins. Il a réussi à faire la greffe de l'un des reins de cet animal, c'est une chienne, je crois, et ça a marché, tellement bien marché que cette chienne a eu deux portées de chiens successives après. Donc ça prouvait que la greffe d'organes était possible, mais c'était des greffes qui se faisaient au sein du même individu. Quand on a voulu passer d'un individu à l'autre, ça a été absolument dramatique. Toutes les tentatives ont été des échecs. Je ne sais pas s'il faut que je vous rapporte cette histoire. Les plus anciens d'entre nous se souviennent certainement de l'histoire de Marius Renard. C'était une histoire assez terrible. Il y avait un jeune garçon qui était au bout d'une insuffisance rénale terminale et à cette époque-là, on ne faisait pas d'hémodialyse. Et en désespoir de cause, sa mère a proposé de donner un de ses reins à son fils. La greffe a marché dans les premiers jours. Ça a été un espoir formidable. Et puis la troisième semaine, ce rein a été rejeté, ce qui prouvait qu'on ne peut pas impunément greffer l'organe d'un individu à l'autre. Il y a les lois de l'immunité qui sont là. Alors, on s'est attaqué beaucoup à ces problèmes d'immunité et on a réussi à faire des greffes entre individus différents alors que c'était des jumeaux monozygotes. Ça a fonctionné, ça. On a essayé de franchir cette barrière et là encore, on a eu d'énormes échecs jusqu'au jour où on a découvert ce qu'étaient les immunosuppresseurs, c'est-à-dire des médicaments qui empêchent les réactions de rejet des tissus étrangers. Et c'est là qu'ont commencé les premières greffes. Les premières greffes ont été des greffes de reins, pour répondre à votre question. Et ensuite, toutes les autres sont venues par derrière. Il y a le foie, il y a le cœur, il y a les poumons, il y a le pancréas. Voilà essentiellement les organes qui se greffent le plus, sans compter les tissus, bien sûr. La grande tentation, c'est d'utiliser des organes de cadavres. Mais il faut tenir compte d'une chose tout à fait importante. Lorsque un tissu, un organe, ne reçoit pas pendant un temps déterminé du sang oxygéné et alimenté en combustible pour les cellules, eh bien les cellules meurent. Et le temps pendant lequel un organe peut survivre à un manque d'apport énergétique et d'oxygène se compte en quelques minutes à la température du corps qui est 37 degrés. Et lorsqu'un sujet décède, il se refroidit très progressivement et les organes meurent sur le plan de la possibilité de greffe immanquablement. Donc cet espoir de pouvoir utiliser les organes de sujets décédés s'est évanoui. C'est alors qu'est apparue, si vous voulez, une chose tout à fait intéressante avec l'apparition de la réanimation. Avec la réanimation, on s'est aperçu que certains sujets, quelques-uns seulement, étaient dans un état tout à fait inconnu jusqu'alors. Ils avaient un cerveau complètement détruit, alors que pendant quelques heures, 24-36 heures encore, la circulation se maintenait et permettait une bonne alimentation des organes. Et on s'est dit à ce moment-là, eh bien, pourquoi ne pas utiliser chez ces quelques individus très très particuliers ces organes encore en état de vie, alors que le cerveau est mort, et pour pouvoir les greffer. Et c'est comme ça qu'on est passé du donneur vivant au donneur concernant des sujets en mort encéphalique.
Alors, la mort encéphalique, c'est quelque chose d'assez particulier qui consiste chez un individu à voir son cerveau inopérant, définitivement détruit, sans aucun espoir de le voir recouvrir ses fonctions, alors que les organes du corps sont encore perfusés par un sang oxygéné et enrichi en combustible pour la fonction cellulaire. Ça permet de maintenir quelques heures en survie des organes qui pourront être à ce moment-là prélevés et greffés. Le nombre de décès par mort encéphalique est restreint. On l'estime à peu près entre 1 et 2% de la totalité des décès qui se produisent dans la population générale. Plus de la moitié des sujets qui sont des donneurs potentiels sont des accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire des accidents qui surviennent à l'intérieur de la boîte crânienne avec des vaisseaux qui éclatent, avec des larges zones du cerveau qui sont pas oxygénées correctement et ça provoque la mort cérébrale. Et puis vous avez à côté de ça tout un contingent important qui est lié aux différents traumatismes, notamment les traumatismes crâniens. Les accidents de la voie publique, ça en est un exemple. Et puis il y a les anoxies, c'est-à-dire le sujet qui se noie et qu'on récupère trop tard, le cœur est parti, mais pas le cerveau. Voilà, en gros, c'est ça. Alors voici une artériographie qui vous montre ce qui se passe au cours de la mort encéphalique. Ces images que vous voyez là concernent un malade qui a évolué vers la mort encéphalique, mais qui a eu une artériographie avant l'évolution vers la mort encéphalique. Et ces images ont l'avantage de vous montrer ce qu'est l'irrigation normale d'un cerveau qui fonctionne encore. Vous avez ici l'arrivée du produit de contraste à l'entrée du crâne, et vous voyez immédiatement les artères qui se pacifient très largement à l'intérieur du cerveau. Et vous voyez ici ensuite la récupération du sang au niveau des capillaires et des veines, ce qui prouve que le sang circule, traverse le cerveau. Et puis, chez ce même patient, 2 jours plus tard, on avait des signes clinique de mort encéphalique et vous avez des images complètement différentes. Vous avez ici l'arrivée du sang et vous voyez effectivement une opacification ici, mais ce n'est pas à l'intérieur du crâne. Ce sont les artères qui entourent la voûte crânienne, les artères temporales que l'on sent battre sous la main. Par contre, à l'intérieur du crâne, vous voyez, il n'y a rien du tout. Le sang ne pénètre absolument pas à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est un cerveau mort et on en a la preuve absolue par cet examen. Pour vous donner un exemple concret, j'ai fait un travail dans cet hôpital il y a 3 ans. J'ai dénombré sur 10 mois la totalité des sujets qui ont été admis dans les 4 services de réanimation adultes, enfants, chirurgicaux ou médicaux. Il y a eu 2500 sujets admis dans ces services de réanimation. Là-dessus, 323 sont décédés et seulement 61 de ces patients étaient en mort encéphalique confirmée. Et pour vous donner le résultat final, il n'y en a eu que 20 prélevés. Vous voyez, il y a une très grande différence entre le total des morts, le nombre des morts encéphaliques et les sujets réellement prélevés. Alors, pourquoi tout ça ? Eh bien, il y a un certain nombre d'obstacles qui s'interposent entre l'espoir de pouvoir transplanter et puis la réalisation de la transplantation. Alors, ces obstacles sont nombreux. Premier obstacle, anatomique. La conformation de l'organe n'est pas bonne pour le sujet qui va recevoir l'organe. C'est le cas, par exemple, des enfants. Quand on leur propose un cœur d'adulte, ce n'est pas possible. Deuxièmement, il y a le mauvais état des organes en question. Alors, ce mauvais état, il peut être dû à beaucoup de choses, à l'âge du patient. Un sujet très âgé, il aura de mauvais organes. Un nouveau-né, c'est en général un mauvais donneur. Il y a d'autre part l'état de souffrance des organes qui a pu se produire au moment où s'est développé l'accident qui a causé la mort. S'il y a eu une anoxie très prolongée, s'il y a un manque d'oxygène prolongé, par exemple dans le cœur, eh bien, ce cœur ne sera pas un bon cœur à greffer. Autre possibilité également concernant ces difficultés, c'est l'existence de maladies intercurrentes qui risquent de jouer un mauvais tour au receveur. Je pense par exemple au cancer. On ne peut pas transplanter un organe qui est porteur de cellules tumorales qui risquent d'exploser chez le receveur. Voilà. Autre possibilité comme obstacle,
c'est l'existence d'une infection chez un donneur. Un sujet qui, par exemple, a le sida, ne peut pas être un donneur d'organes. Il y a d'autres obstacles encore, par exemple, des obstacles d'ordre juridique, administratif. Un sujet dont on ne connaît pas l'identité ne peut pas être prélevé. Un sujet qui est mort de mort non naturelle, eh bien, il faut que le procureur de la République donne son avis sur la possibilité ou non de prélever, et peut-être pourra-t-il faire des restrictions sur le prélèvement de tel ou tel organe. Et puis alors le dernier et le plus important de tous les obstacles, c'est le consentement au prélèvement. Et c'est ça qui est peut-être l'élément le plus pesant. Je peux vous dire que dans notre pratique, un bon tiers des sujets qui n'ont pu être prélevés, c'est du fait d'un non-consentement, non pas tellement du patient, mais surtout de la famille. Voilà. Le patient n'est pas là pour donner son avis, c'est vrai, mais il peut l'avoir quand même fait connaître auparavant. Il peut l'avoir fait connaître en le disant autour de lui, et ça c'est très important. Il peut également être porteur d'une carte comme celle-ci, une carte de donneur qui témoigne de la volonté de l'individu de pouvoir donner ses organes une fois qu'il sera décédé. Donc c'est vrai, mais il y a encore un autre élément qui a été mis au point, c'est le registre des refus. On a la possibilité, depuis quelques petites années en France, d'indiquer sur un registre national qu'on refuse de donner ses organes ou d'être autopsié. Ce registre des refus est malheureusement très peu utilisé. On estime à peu près à 2% de la population d'adultes qui ont donné un avis de refus sur le plan national. Donc, concrètement, on est en présence de grosses difficultés et en pratique, on est amené à demander à la famille ou aux proches de témoigner du souhait du sujet décédé de donner ou de ne pas donner ses organes. Et c'est comme ça que les choses se passent. On va recueillir le témoignage de l'entourage. La loi est assez simple. Premièrement, il faut affirmer qu'il y a mort encéphalique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Deuxièmement, il faut que le patient n'ait pas fait connaître de son vivant son refus d'être prélevé d'organes. Et si on n'a pas une information de ce type, il faut recueillir auprès de la famille le témoignage de la volonté du défunt. Alors, la suite des opérations, quand on a un sujet qui est susceptible d'être en état de mort encéphalique, le premier temps, c'est de faire le diagnostic de mort encéphalique. Ce diagnostic, il se fait cliniquement, sur des éléments très simples. C'est un sujet qui est dans un coma profond, complètement inerte, flasque, sans aucune réactivité. C'est d'autre part un sujet qui a perdu tous ses réflexes à partir de la sphère de la tête. Je m'explique. Il ne faut pas que lorsqu'on appuie sur telle ou telle zone de la face ou de la tête, il y ait une réaction qui traduise la douleur. D'autre part, c'est un sujet qui a les yeux complètement immobiles, figés, avec une pupille qui est complètement immobile, qui ne réagira pas à la lumière. C'est un sujet qui, lorsqu'on lui instille une goutte sur sa cornée, ne clignera pas de l'œil. C'est aussi un sujet qui n'aura pas un ralentissement de ses battements cardiaques lorsqu'on appuie fortement sur ses globes oculaires. C'est aussi un sujet qui ne toussera pas lorsqu'on ira aspirer ses sécrétions trachéales dans la trachée. Tout ça, ça témoigne de la mort fonctionnelle du tronc cérébral qui est le centre vital. Et puis, dernier point fondamental, c'est que ce sujet est incapable de respirer par lui-même. On va le débrancher de son respirateur et aussi longtemps qu'on attendra, jamais la respiration ne se reproduira. Alors, c'est un témoignage tout à fait indiscutable de la mort fonctionnelle du tronc cérébral, à condition, bien sûr, que le sujet ne soit pas sous curare ou qu'il n'ait pas été complètement, si vous voulez, déprimé par des médicaments qui coupent la fonction du tronc cérébral. Ces deux conditions sont naturellement essentielles à connaître auparavant. Voilà, ce premier temps est un temps clinique, mais on ne s'en contente pas. Pour ne pas risquer de se tromper, on veut s'appuyer sur des examens complémentaires.
Alors il y a deux types d'examens. Un premier examen qui est l'électroencéphalogramme et le second, ce sont ce qu'on appelle des artériographies. Alors, je prends un exemple ici. C'est un électroencéphalogramme d'un sujet en mort encéphalique. Alors voici le tracé. Comme vous pouvez voir, il est complètement nul. Normalement, on a une série de pointes qui se succèdent sur toutes les dérivations. C'est complètement plat. Il n'y a aucun accident qui se produit, et ceci, même si on fait des stimulations aux patients. Et pour avoir la certitude que l'on n'est pas dans l'erreur, on a naturellement testé l'appareil auparavant, et on l'a réglé aux amplifications maximum. Et d'autre part, on fait ce tracé pendant une demi-heure. Le deuxième tracé étant semblable, eh bien, il est nécessaire qu'il y ait un compte-rendu écrit soit rédigé par la personne compétente qui a fait l'examen. Ensuite, quand le diagnostic est fait, il y a tout un ensemble d'opérations dont on a un peu parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut lever les impossibilités potentielles à un prélèvement d'organes, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'histoire du patient, connaître comment s'est déroulé l'épisode qui a conduit le sujet dans le coma. Il faut rechercher d'éventuelles contre-indications médicales, tumeur, une maladie préexistante, une infection. Il faut rechercher s'il y a des impossibilités juridiques ou policières, et puis recueillir le consentement. Et une fois qu'on a le consentement, on peut mettre en route le dernier temps des opérations, qui est un temps terrible parce qu'il faut faire très très vite, c'est de recueillir tous les résultats des examens, préparer le sujet à descendre au bloc opératoire, avertir les différentes équipes qui sont susceptibles de prélever, préparer la salle d'intervention. Enfin, vous voyez, il y a un énorme travail qui se fait dans un temps très ramassé, et ce travail est essentiellement fait par les coordinatrices, dont le rôle est capital pour la bonne marche des prélèvements. Le rôle du coordinateur hospitalier, c'est tout d'abord de participer donc au recensement des donneurs qui sont susceptibles d'être de donneurs d'organes et de tissus. Et d'autre part, c'est d'accueillir les familles et de participer au recueil du témoignage de ces familles et de tout l'aspect organisationnel. Donc en un premier temps, on laisse le temps à la famille, si vous voulez, après l'annonce du diagnostic de la mort encéphalique fait par le médecin réanimateur, et en un deuxième temps, lorsqu'on aura compris qu'ils ont compris en fait que leur proche est mort, c'est à ce moment-là qu'on va procéder au recueil du témoignage. La question est la question qu'on leur pose en fait, c'est de savoir s'ils en ont parlé, et est-ce que leur proche décédé a émis un éventuel refus au prélèvement d'organes et de tissus. En fait, en règle générale, les gens en ont entendu parler, mais ils ne sont pas forcément en possession du témoignage de leur proche. C'est pour cela justement que ça pose problème, parce qu'en fait, ils ont leur propre opinion. Et donc, l'idée, c'est de leur faire comprendre en fait que c'est l'opinion du proche décédé que l'on recherche. L'autre cas, eh bien, on peut avoir un donneur identifié pour lequel on n'a pas retrouvé la famille du doux. Il faut savoir que la loi nous dit qu'on doit s'efforcer de recueillir le témoignage, auquel cas on va interroger le registre national des refus, on se serait efforcé de rechercher le témoignage, mais quand on n'a pas trouvé la famille, eh bien, on interroge le registre national des refus, et s'il n'y a pas de refus exprimé, eh bien, nous sommes quand même autorisés à faire ce prélèvement. C'est à partir de l'âge de 13 ans qu'on peut interroger le registre national des refus, en sachant que pour tout mineur, même si on interroge le registre national des refus à 13 ans, c'est à la famille de décider du prélèvement. Donc là, c'est pas un recueil de témoignages, c'est un accord de la famille. Notre rôle aussi, c'est de s'assurer que tous les examens de virologie ont été faits une fois le dossier constitué. Donc nous allons passer ce dossier donc, à l'établissement français des greffes.
Donc à ce moment-là, notre donneur devient anonyme et on a un numéro, ce qu'on appelle actuellement, puisque c'est un logiciel qui porte le nom de Cristal, donc on a un numéro Cristal donneur et ce numéro doit être sur tous les examens que nous allons remettre aux chirurgiens transplanteurs, c'est ce numéro que nous allons inscrire sur les différents examens. Il est obligatoire de leur donner la carte de groupe et les sérologies qui doit être rendu anonyme et sur lequel nous mettons ce numéro du donneur. Nous faisons déplacer le médecin qui va commencer l'intervention, c'est en général le chirurgien urologue, le médecin anesthésiste, l'infirmier anesthésiste et la penseuse qui est sur place, de manière à organiser le bloc opératoire. Nous accueillons les équipes à leur arrivée au bloc opératoire. Notre rôle, c'est de leur montrer le dossier du prélèvement, des examens donc, qui ont été transmis et de vérifier en fait que l'intégrité du corps est bien respectée. Comment faire passer l'information? En fait, il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent être dans les deux situations. En situation de prélèvement ou en situation de greffe. Parce que souvent, les gens pensent que c'est celui qui a eu la mauvaise maladie et puis qui n'a pas eu la chance, et que c'est ceux-là seulement qui ont besoin d'une greffe. Autrement dit, ils sont nés comme ça, et puis voilà. Mais pas du tout. Parce que ce qu'il faut bien expliquer aux gens, que tout le monde peut se trouver dans cette situation. Si vous prenez le cas des hépatites fulminantes, eh bien, on s'aperçoit que qui peut avoir une hépatite fulminante, c'est n'importe qui. Quand on voit qu'il y a la saison des champignons, et puis qu'en 2002, on se retrouve avec des gens qui déclenchent une hépatite fulminante parce qu'ils ont mangé des champignons vénéneux. Enfin, il faut dire qu'il y a des facteurs déclenchants qui fait qu'on peut se trouver dans ce genre de situation. Peut-être pas cette personne personnellement, mais peut-être l'un de ses proches, et même aussi des enfants, on ne sait jamais. Donc il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent se trouver dans cette situation. Ça, c'est pour le côté de la greffe. Pour le côté du prélèvement, tous les jours, on entend les familles nous dire, mais alors, pourquoi moi? Pourquoi? Ben, finalement, c'est eux les autres. Pourquoi les autres? Ben, finalement, c'est eux. Donc, c'est vrai que, heureusement, d'ailleurs, que nul ne sait ni l'heure ni le jour, comme on dit, parce que, eh bien, il faut savoir, ça peut arriver à n'importe qui. C'est le papa qui va aller travailler le matin et puis qui va avoir l'accident de la voie publique, qui aura laissé sa petite fille et sa maman. Enfin, je vous dis des cas qui me reviennent à la tête comme ça. Ça peut être, je ne sais pas moi, les parents qu'on appelle parce que le gamin a traversé sur la nationale et puis il a eu un accident de la voie publique. Il n'y a pas Je crois qu'il faut bien se le dire. À partir du moment où on sait qu'on peut être d'un côté de la barrière ou de l'autre côté, personne ne peut prendre la décision à votre place. C'est à vous de prendre votre propre décision. Voilà. On peut dire qu'en France, nous avons des choses tout à fait formidables, parce qu'il y a des grands principes qui régissent le principe des prélèvements d'organes. La gratuité. On ne peut pas tirer profit du tout des prélèvements d'organes. Seules les familles sont dédommagées des frais qui ont été engagés par les procédures de prélèvement. Mais on ne peut pas en faire de l'argent. Deuxièmement, il y a le fait que l'anonymat est complet entre le donneur et le receveur. Et ceci permet d'éviter beaucoup de dérives potentielles. Ce n'est pas toujours bien vécu, mais je pense que c'est très sage d'avoir demandé que l'anonymat existe. Troisièmement, il faut qu'il y ait un diagnostic absolument formel de la mort encéphalique. Je vous en ai donné les éléments tout à l'heure. Quatrièmement, un autre élément tout à fait important est qu'il y ait la sécurité totale pour le receveur, c'est-à-dire que l'on exclut la possibilité pour lui de recevoir un organe qui risque de le rendre malade. Tout le monde est égal en matière de réception d'organes. Il n'y a pas de gens privilégiés. Tout le monde a l'égalité des chances vis-à-vis de l'octroi des organes. Un autre élément est qu'on respecte l'intégrité du corps du sujet prélevé. Tout se passe comme si on avait fait une simple intervention chez lui. Il y a une organisation extrêmement complexe concernant la gestion des dons d'organes.
Cette organisation se fait à l'échelon local et à l'échelon national, et je dirais même à l'échelon européen. Et il y a des règles très strictes, très bien codifiées, qui disent qui doit recevoir en priorité tel ou tel organe. Il n'y a pas de passe-droit. Voilà, il faut se dire ceci, c'est très important parce que ça rassure le public vis-à-vis de potentielles magouilles en matière de transplantation d'organes.